Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle animation sur la démarche qualité en formation. Aujourd'hui, nous prenons le temps ensemble pour échanger sur un sujet qui monte dans le secteur de la formation professionnelle, la RSE, la responsabilité sociétale en entreprise. Cette animation a pour objectif de vous fournir des outils pratiques et accessibles pour entamer une démarche RSE. En nous appuyant sur des outils reconnus, nous explorerons ensemble comment poser les premières pierres d'une stratégie responsable et durable. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, j'ai le plaisir d'intervenir moi-même sur la majorité de l'animation. J'interviendrai en tant que chargée de mission qualité. Je ne suis pas experte RSE ou chargée de mission RSE. J'ai néanmoins travaillé sur le sujet RSE dans le cadre du label Certif Région. J'ai pu bénéficier d'une formation courte et de riches échanges avec des partenaires qui sont eux-mêmes investis sur le sujet de la RSE. Nous aurons le plaisir d'accueillir un de ces partenaires aujourd'hui. Un petit zoom des prochaines animations. On continuera à parler du sujet de la RSE au regard du label Certif Région. C'est une grosse actualité pour le label, hein, la RSE. Mais même si vous n'êtes pas intéressé par le label, vous n'êtes pas labellisé, vous ne visez pas la labellisation, les contenus peuvent vous intéresser et s'inscrivent dans la continuité des animations précédentes et de l'animation du jour. 4 grandes parties. Donc d'abord un temps plus théorique, hein. On va prendre le temps, peut-être un petit quart d'heure de recontextualiser tout ça, de parler RSE. Puis on entrera dans le vif du sujet avec des listes, des informations, des liens pour les outils d'autodiagnostic. Donc je vous ai identifié des outils gratuits d'autodiagnostic. Pour la troisième partie, je vous rajoute un peu de suspense quant à nos intervenantes du jour. Ce seront elles qui nous feront un zoom sur un des outils, on va dire à partir de environ 11 heures. Cet outil s'appelle l'Impact Score. Peut-être vous en avez entendu parler. En tout cas, là, on aura vraiment le plaisir et l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur l'outil et sur le contexte et les liens qu'il peut y avoir dans notre région. Nous finirons avec la partie que généralement vous préférez pour passer à l'action, les ressources. Donc, en fin d'animation, on ira explorer le maximum de ressources disponibles, en plus des outils, pour que vous puissiez voilà, vous professionnaliser, voire vous former sur le sujet. Donc, les objectifs aujourd'hui, d'abord, être capable d'expliciter ce qu'est une démarche RSE et citer des facteurs clés de succès. Ensuite, vous serez capable de définir ce qu'est un autodiagnostic avec son utilité et ses limites et identifier les principaux outils d'autodiagnostic, en particulier ceux rattachés au secteur de la formation professionnelle. Troisième partie, reconnaître ce qu'est l'impact score, ses spécificités, son lien avec la région Occitanie. Et enfin, vous pourrez, après la partie 4, identifier les ressources utiles pour votre structure pour qu'elle puisse se lancer. Allez, on démarre sur du descendant. J'espère que vous avez pris votre café. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours dans le chat si ça va trop vite, hein, ou si bien sûr vous avez des questions qu'on pourra prendre un peu plus tard. Alors ici, j'ai cherché à regrouper les politiques contraignantes et incitatives afin de vous démontrer la tendance et les raisons, le contexte qui vous pousse à vous lancer dans une démarche RSE. Alors, on va prendre déjà le contraignant, hein, on n'est pas au niveau international, mais au niveau européen. Vous avez dû entendre parler du Pacte vert pour l'Europe, avec une ambition forte d'être le premier continent neutre pour le climat d'ici 2050. Ça veut dire fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050 et 3 milliards d'arbres supplémentaires plantés dans l'UE d'ici 2030. Donc ça, vous avez dû le voir peut-être un peu partout, ces arbres plantés. Il y a une déclinaison contraignante pour les entreprises qui s'appelle la CSRD. CSRD. Ce sont les grandes entreprises qui doivent intégrer en leur sein un rapport de durabilité. Donc ça, ce n'est pas directement pour vous. Ce sont des entreprises de plus de 250 salariés. Dans quelques années, ce sera pour les petites et moyennes entreprises cotées. Mais c'est un contexte contraignant qui arrive et qui peut, en tant que sous-traitant par exemple, vous contraindre aussi. Au niveau national, vous avez déjà dû en entendre parler dans les précédentes animations sur le sujet de la transition écologique, de la RSE au sein du programme de professionnalisation du CAREF, le PNAD, le Plan national d'achat durable. Donc, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un avant 2022, là, actuellement c'est 2022-2025. C'est un plan qui a vocation à formaliser la politique nationale en faveur d'achats durables, tant dans le public que dans le privé, avec un objectif d'ici fin 2025 de 100% des contrats de la commande publique qui prennent au moins
en compte une une considération environnementale. Donc une considération environnementale dans tous les contrats de commande publique. C'est l'objectif. Deuxième objectif, 30 des contrats de la commande publique qui comprennent au moins une considération sociale. Donc voilà, ça c'est la contrainte qui évolue, hein, en termes de commande publique. Je vous cite aussi, enfin, je vous évoque 2 effets de la loi, climat et résilience. La BDESE, hein, qui a pour objectif de constituer une base de données économiques, sociales et donc environnementales, nouvellement environnementales, donc à transmettre à son CSE pour les employeurs d'au moins 50 salariés. C'est bien le volet environnemental qui est nouveau. Le bilan carbone aussi, hein, depuis 2023, la réalisation d'un bilan carbone est complet et obligatoire pour un certain nombre d'entreprises. Bon, les plus de 500 salariés, hein, on est sur des grandes entreprises, mais par exemple aussi pour les entreprises de 50 à 250 salariés bénéficiant du plan France Relance. Donc on voit bien que petit à petit, les aides se conditionnent. Et puis sectoriellement, vous connaissez la certification Calliope, bien sûr, qui inclut des enjeux RSE quand on parle d'accessibilité des formations aux personnes en situation de handicap, quand on parle des réclamations qui sont tracées, traitées, suivies, c'est la prise en compte des parties prenantes. La RSE, votre RSE ira plus loin que la certification Calliope et sur les sujets que vous priorisez. Voilà, donc on voit une territorialisation des enjeux. Au niveau régional, là, j'ai rien noté, mais peut-être bientôt. Hem, Sur la dernière colonne du tableau, on voyait clairement, je suis partie plus sur l'incitatif, hein. Essayer de voir le contexte un petit peu plus général avec cette norme ISO 26000 dont on va reparler, hein, qui est la norme internationale pour la RSE qui date de 2010, donc ça fait 15 ans. Vous avez dû entendre parler aussi des sociétés à mission qui sont issues de la loi Pacte et qui, enfin, cette loi a été reprise par un certain nombre d'organismes de formation, hein, dès 2020. Par exemple, MySesam, Open Classroom, School Lab, sont devenus des pionniers, hein, à utiliser ce statut. On a aussi des organismes de formation en région, hein, qui sont sociétés à mission. Peut-être qu'ils peuvent nous l'indiquer dans le chat si c'est le cas. Donc aujourd'hui, près de 80 organismes de formation ont franchi le cap en plaçant leur raison d'être au service de l'intérêt général et en s'engageant à faire davantage que former. Au niveau sectoriel, on en reparlera aussi, hein, l'EDEC Transformation, la branche des organismes de formation, a investi le sujet et a délivré tout récemment des outils RSE que je vous présenterai plus tard. Je vous donnerai tous les liens, et cetera. Donc, on a vraiment une tendance forte dans le secteur. Vous pourrez aussi vous informer sur le projet de Shift Project autour de former les actifs à la transition écologique. Il y a déjà une publication en novembre, il y en aura une en mars. Donc, vraiment beaucoup d'apports. Régionalement, dans l'incitatif, le label Certif Région, donc vous êtes une majorité à le connaître. Il y a aussi la COP Occitanie, je vous ai mis un lien, ça vous permet voilà, d'avoir de la ressource pour voir bien le contexte. En dessous, vous avez le lien vers le portail RSE, donc c'est la plateforme pour connaître et répondre à ces obligations RSE. Vous renseignez les spécificités de votre entreprise, vous voyez si vous avez des obligations contraignantes vis-à-vis de la RSE. Donc pour les petites structures, ce n'est pas encore le cas, mais vous avez l'opportunité de le faire et puis c'est bien sûr mis à jour. Donc là, l'idée, hein, c'est bien de vous montrer l'aspect contraignant avec, voilà, cette contrainte réglementaire grandissante, hein, le rythme, voilà, ça c'est les politiques publiques, hein, qui le mettent et puis, des objectifs, hein. Une démarche RSE, c'est bien d'anticiper ces évolutions réglementaires, de renforcer son positionnement commercial, d'avoir aussi un coup d'avance, vis-à-vis des concurrents, de contribuer positivement à la société, de donner du sens, d'améliorer sa marque employeur, de fidéliser et d'optimiser les coûts opérationnels. Alors, les bénéfices attendus, on ne va pas s'embarquer non plus sans se demander si on a un certain nombre de bénéfices. Alors là, on va aller très largement et rapidement. Je viens de le dire, se démarquer de la concurrence, forcément renforcer son attractivité. Motiver les équipes, ça, on peut le percevoir et ça a été fortement mis en avant par une étude dans le cadre de l'EDEC Transformation, qui permet vraiment de renforcer la motivation et l'attractivité du métier de formateur aussi. Répondre aux attentes des parties prenantes, d'autant plus. Sécuriser son approvisionnement, ça, c'est aussi l'idée d'avoir des relations d'autant plus éthiques, saines, que les relations durent et assurent la durabilité de la structure.
Améliorer l'efficacité des opérations et économiser des ressources, bien sûr, réfléchir à l'économie, hein, des ressources, contribuer à la réussite durable de l'entreprise et créer un environnement de confiance dans l'engagement de l'entreprise. Voilà, tout ça, c'est issu, d'un guide, RSE et éthique dans les organismes de formation dont je vous ai mis le lien si vous voulez creuser un petit peu, ces bénéfices-là et rentrer plus dans le détail. Là où je voudrais aussi vous emmener, c'est faire un lien, entre, l'amélioration continue, démarche qualité et la démarche RSE. En fait, vous êtes dans l'amélioration continue en tant qu'organisme de formation, en tout cas si vous êtes avec la certification Qualiopi, en incluant des enjeux environnementaux, d'autres enjeux sociaux et économiques et en les priorisant selon vos spécificités, et ben, en fait, vous y êtes, hein, dans la RSE. C'est ça, en fait, c'est vraiment ouvrir le champ, prendre en compte d'autres enjeux qui sont, en lien avec sa structure, ses propres risques, ses propres bénéfices et s'engager et progresser. Pour, aller plus en profondeur dans ces liens qu'il peut y avoir entre une démarche qualité et une démarche RSE, on s'est déjà posé la question en octobre l'année dernière, comment la qualité invite à déployer une démarche de responsabilité sociétale en OF. Avec, à ce moment-là, un super témoignage qu'on a eu, de décisif, hein, très éclairant et puis tous les incontournables, pour une démarche qualité RSE, réussie. Donc ça, je vous mets le lien, vous pourrez prendre le temps d'y retourner. Parce que la démarche qualité et la démarche RSE sont analogues. Définition d'une politique, pilotage du système, amélioration continue. Je pense que vous commencez à bien le percevoir. Et si vous avez besoin de temps pour le voir d'autant plus, hein, je vous ai mis le lien. Hop. Alors, les facteurs clés de succès, je vous ai dit, c'est essentiel, hein, de s'appuyer sur un certain nombre d'actions, sur un certain nombre de facteurs nécessaires pour avancer. Hem, Sachant bien sûr, hein, et on redira et c'est présenté comme ça aussi dans le label Certif Région, la démarche RSE en OF, comme elle est envisagée, est une démarche progressive. Progressive, petit à petit, l'amélioration continue. Elle demande bien sûr à impliquer la direction. On a besoin pour une démarche RSE d'un leadership porteur de sens, avec la mise en place d'un comité de pilotage RSE qui inclut bien sûr la direction, bien sûr, un référent RSE, hein, positionné sur l'organigramme, mais aussi des groupes de travail. La direction ou le référent RSE ne peut pas travailler seul. Il y a forcément les experts de différents domaines qui doivent venir apporter leur éclairage sur les différents enjeux. Mettre les moyens, un temps dédié. Merci à vous de vous mobiliser justement ce matin euh, pour prendre connaissance des éléments, pour continuer votre réflexion et votre engagement à aller dans une démarche. Professionnalisation et ou formation sur les techniques RSE, RSO. On y est aujourd'hui. Je vous donnerai quelques éléments en dernière partie. Engager les salariés, ça a un temps nécessaire de sensibilisation, voire de formation des salariés. Vous avez là en lien, pourquoi pas la fresque de la RSE, pourquoi pas d'autres fresques, hein. J'ai mis un lien, je pense que c'est un comparatif enfin, un listing de différentes fresques qui sont proposées dans le service public, mais qui peuvent très bien être déployées dans le privé. Et vous avez aussi l'association, le collectif, hein, qui peut être utilisé directement par les salariés motivés pour se structurer et venir abonder des éléments, venir donner des éléments à son entreprise. Et bien sûr, solliciter les parties prenantes. Alors, on utilise le mot de partie prenante pour vraiment englober au maximum les partenaires au sens large, les clients, les fournisseurs, les stagiaires, hein. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très large. Et là, l'idée, c'est de renforcer, voire ritualiser, le dialogue, les échanges, pour clarifier, les enjeux, réciproques. Allez, dernière slide sur cette partie, descendante, où là encore, je vais chercher des ressources dans l'existant. Donc là, le guide, d'Acto, hein, dans leur, kit, RSE, où ils nous donnent les premières étapes, une manière de commencer, de se lancer. Donc on démarre par se renseigner sur la RSE, vous l'avez déjà fait, vous êtes en train de le faire et vous avez le programme de professionnalisation du CARIF au besoin. Faire un état des lieux des actions de formation et pratiques existantes. Beh, justement, aujourd'hui, on a de quoi vous outiller pour, vous calibrer là-dessus. Je vous propose par la suite d'identifier des priorités selon votre raison d'être et vos valeurs. Alors cet aspect-là, hem, l'idée, c'est qu'il y a une nécessité d'avoir cette colonne névralgique, hein, autour de la motivation de votre,
sans se donner, hein, dans la structure pour la RSE. Ce sujet, mais aussi, les réflexions stratégiques seront abordées dans les animations de mars-avril, hein. Je vous ai déjà présenté et que je vous remettrai les liens, plus tard. Donc on pourra plutôt aller progressivement sur ces éléments-là par la suite. Et enfin, identifier des actions faciles à mettre en place et pertinentes pour vous. Si ce n'est pas déjà le cas, j'aimerais vraiment que vous vous rendiez compte qu'avec la certification Calliope, vous avez déjà des actions identifiables, peut-être même identifiées. Et donc la question qui se pose, c'est vers quelles actions supplémentaires vous vous engagez et comment? Comment vous priorisez? Comment vous vous structurez? Voilà, quel est votre niveau d'engagement? Alors, qu'est-ce qu'un outil d'autodiagnostic? Alors, on parle bien d'autodiagnostic, donc auto-évaluation, vous le faites par vous-même, alors seul ou en équipe, mais en tout cas dans votre structure. L'idée, c'est de venir évaluer la maturité en matière de RSE. Donc, quel niveau vous vous situez? Pas forcément de conformité à une exigence, mais de maturité sur le niveau. C'est un questionnaire. Généralement, on verrait qu'il y en a certains, on n'est pas sur du questionnaire, mais la plupart du temps, quand même, c'est le questionnaire qui permet de rendre l'autodiagnostic accessible et facile à passer. Il est structuré forcément sur un référentiel. On verra que ça peut être le référentiel ISO 26000 ou un autre. C'est une démarche volontaire, donc on n'est généralement pas d'obligation, d'aller sur un autodiag de cette manière-là. Accessible forcément et rapide. L'idée c'est d'y passer, 1-2 heures peut-être selon les autodiags. Et puis, beh, c'est un premier pas, hein, vers une démarche RSE plus approfondie, c'est cette étape d'état des lieux. En tout cas, c'est un outil pour cet état des lieux. Qu'est-ce que ça n'est pas? Ça n'est pas un justificatif. On est sur du déclaratif. Personne va venir regarder, personne va venir auditer ce que vous avez indiqué. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, vous êtes sur du déclaratif, donc être le plus juste envers vous-même, ce qui n'est pas simple, hein, d'être objectif par rapport à soi-même. Mais quand vous répondez à un outil d'autodiagnostic, il vaut mieux ne pas surinvestir le sujet, peut-être vraiment être le plus objectif possible. C'est de cette manière-là que ça vous est le plus utile. Donc ce n'est pas un audit externe, ce n'est pas une certification. Ce n'est pas en soi-même une obligation légale ou réglementaire, hein, justement parce que ce n'est pas un justificatif. Ce n'est pas un gage de conformité RSE, ce que je vous indiquais, hein, on n'est pas conforme à la RSE avec simplement un autodiagnostic. Ça va être plutôt un indicateur de progression. Ça vous permet de faire une photographie à date et de reprendre une photo plus tard et de voir les éléments qui ont évolué. Donc ce n'est pas une évaluation figée. Le principe, justement, c'est d'être dans l'amélioration continue, de faire évoluer les résultats avec les actions mises en place. Donc l'utilité, incitatif et structurant. Donc amorcer cette réflexion interne, comprendre les enjeux. Donc là, l'idée, c'est de se mettre en situation, en fait, hein, avec un autodiagnostic, hein. Si l'autodiagnostic mène à un label, on mesure la performance, oui. Mais là, c'est plutôt de s'approprier le sujet, de générer les discussions, d'appréhender mieux les enjeux. On rentre dans, le tableau magique. Alors je ne sais pas s'il est magique, mais en tout cas le gros tableau où, j'ai pris soin de vous amener un maximum de données clés sur 7 outils d'autodiagnostic. Alors, ce sont des outils d'autodiagnostic gratuits, c'est-à-dire que vous pouvez, cliquer sur le lien, donc le logo pour, accéder soit à la plateforme, soit au sujet, voilà, retrouver, l'autodiagnostic. Il y a là des autodiagnostics sur l'ISO 26000, sur d'autres référentiels et certains sur le secteur de la formation professionnelle. Vous le voyez, il y en a 3, hein. On ira encore plus dans le détail de ces autodiagnostics-là sur la slide suivante. OK? On ira plus dans le détail sur le rapport, le référentiel. Pour l'instant, je voulais vous montrer surtout, globalement, les atouts, les bonnes pratiques, les limites. Parce que l'idée, hein, de cette présentation, c'est que vous puissiez avoir, des clés de lecture des différents autodiags et que vous puissiez de cette manière-là vous en approprier un, 2, un autre de ce que vous avez fait déjà, pour avoir une vue d'ensemble, et pouvoir, choisir peut-être un ordre, peut-être un autodiagnostic général sur l'ISO, puis un autre sur le secteur de la formation professionnelle. Donc cadre général, puis application sectorielle, peut-être. Donc là, en termes d'atouts, on a les 3 qui sont, sur le secteur de la formation professionnelle. On va avoir pour Acto, donc tout frais, hein, ça date, de février, un autodiagnostic, enfin un référentiel qui est corrélé
aux objectifs de développement durable, à l'ISO 26000, donc il y a des ponts qui sont faits, hein, très clairement et aux indicateurs Calliope. Donc ça vous permet vraiment de comprendre où aller chercher certaines infos et la cohérence. Il intègre aussi une comparaison avec le niveau de maturité de la branche. Une enquête, hein, a été portée, auprès de vous, en fait, en tout cas un petit panel, d'organismes de formation, suffisamment large pour mettre en avant le niveau de maturité de la branche. Donc ça permet de se positionner par rapport à la branche globalement. Vous avez aussi dans ce référentiel, donc là, le lien cliquable, hein, sur le texte souligné, des bonnes pratiques pour chacun des enjeux. Ça, c'est vraiment des atouts, je trouve, pour chacun des outils où il y en a. Vous avez des bonnes pratiques, vous pouvez d'ores et déjà imaginer les actions à mettre en place par la suite. Les limites, là, surtout, c'est du déclaratif, hein, tout simplement. Le Jack 26000, certains d'entre vous ont déjà répondu. Ça, c'est un outil très accessible qui existe depuis longtemps, qui a été monté par un collaboratif et qui est utilisé par un réseau de consultants présents sur tout le territoire. Et il est particulièrement utilisé par les TPE-PME. Voilà, il est très accessible et utilisé par les TPE-PME. Vous avez des liens vers les témoignages, vous avez des webinaires réguliers sur différents sujets. Il n'est pas sectoriel, mais bien rattaché à l'ISO 26000, la norme internationale, et là aussi, il est déclaratif. Sur, le troisième, alors on a peut-être un petit peu de mal à lire, c'est le label engagé RSE porté par l'AFNOR. De nouveau, vous l'aviez indiqué dans le nuage de mots. Là, c'est, également sur l'ISO 26000 avec aussi une version TPE, PME. Vous avez un serious game qui a été, déployé, qui est accessible là pour vous approprier, l'ISO 26000 et le sujet. Donc ça, c'est vraiment une force, d'ampleur, hein, de l'AFNOR. Quand, vous avez le label, vous avez une animation de communauté. Vous n'avez pas forcément le webinaire, de bonnes pratiques ou quoi que ce soit avant sur la version gratuite, hein, parce que, il y a un label derrière avec un audit, payant. Donc label engagé RSE ISO 26000 porté par l'AFNOR. On continue avec un autre, label, qui n'est pas, sectoriel, l'Impact Score. Donc vous avez compris, on aura un zoom sur l'Impact Score à partir de 11 heures à peu près. Là aussi, il y a un référentiel qui a été déployé pour TPE-PME récemment, donc vraiment, du sur mesure. La région Occitanie a participé à ça. La communication externe, est clairement facilitée par le score. C'est-à-dire que le montage, de cet outil d'autodiagnostic par, Mouvement Impact Score, Mouvement, Impact France, hein, donc les entreprises à impact, permet vraiment de communiquer, ce score, et d'être, en interaction avec d'autres entreprises qui auraient le score. Il y a vraiment une communication externe facilitée avec, cet, outil-là. Des fiches pratiques aussi, des webinaires mensuels, donc tout ça gratuit, et accessible. Donc vous l'avez compris, non sectoriel, déclaratif, et on aura plus de détails, dans la troisième partie avec nos intervenantes. Lucie OF, Lucie 26000, Lucie Progress. Donc certains d'entre vous aussi sont là-dedans. Il s'agit, d'un référentiel sectoriel qui date de 2017, qui a été, commandé, à l'époque par le Synofdes et qui, permet vraiment d'avoir un label, sectoriel, autour de basé sur l'ISO 26000. Donc là, vous avez, un outil de pré-scoring sous format Excel. C'est-à-dire que vous n'avez pas le traditionnel questionnaire, avec les réponses, graduées, qui vous permet d'appréhender un peu le sujet. Là, on est directement sur un fichier Excel, avec les indicateurs et qu'on appelle le principe d'action et derrière, une réponse faible, partielle, raisonnable. Voilà, donc on est tout de suite, dans du scoring et moins dans quelque chose d'accessible qui se veut pour, beaucoup d'autodiagnostic. Il est à télécharger, hein. Si vous cliquez sur le lien, vous devez le télécharger, pour pouvoir l'utiliser. Là, les spécificités, il y a un centre de formation, de toute façon, formation obligatoire pour intégrer, le processus de labellisation. Il y a une communauté, et donc une limite, hein, mais bon, qui est levée là, c'est que l'outil n'est pas diffusé en ligne. Il est moins accessible, il me semble, que les autres. Néanmoins, vous pouvez accéder à un label RSE qui s'appelle un label
Lucie OF, car c'est le référentiel OF, avec des webinaires mensuels, des ateliers présentiels trimestriels, donc par exemple à Montpellier. Et là, le fonctionnement, audit payant et redevance annuelle. On ira un peu plus dans le détail dans la slide suivante. Ensuite, un autre audit sectoriel, secteur formation professionnelle, il est moins connu, c'est un outil européen qui a été monté en 2021 par l'organisme de formation Formétique, qui s'appelle Performance RSE en OF. On en parlera aussi plus dans la slide suivante. Là, vous avez un guide détaillé et vous avez même aussi des cours en ligne sur les différents sujets. Ah, il me semble qu'il reste en anglais. Vous avez vraiment des aspects intéressants sur cet autodiagnostic-là. Et enfin, en autodiagnostic gratuit, le Valores. Donc là, il y a un large éventail, hein. Traditionnellement, cet autodiagnostic était sur raison d'être, impact social, et maintenant, il y a aussi empreinte carbone. Donc, on couvre les champs de la RSE avec un espace ressources assez fouillé, hein, avec des fiches bien fournies. Simplement, dans les limites, on est sur le secteur ESS, hein, donc ça dépend aussi du statut que vous avez. Donc on va être sur les coopératives, hein, notamment l'associatif. En cliquant sur le logo, vous avez accès directement au sujet. Alors zoom sur les autodiagnostics sectoriels. Donc là, l'idée, c'était de vous faire un panel de présentation des thématiques du référentiel, de la structuration dedans, ce que vous retrouvez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on obtient comme rapport? Qu'est-ce qu'on a comme matière pour travailler? Donc, Acto. Acto, vous avez un référentiel qui a 5 thématiques. Référentiel accessible, là, sur le lien souligné, qui accentue la notion de politique RSE, voire stratégie RSE, politique RSE, bien sûr des pratiques éthiques avec l'ensemble des parties prenantes. Dans ce référentiel-là, l'axe social est assez fort, donc la politique sociale, donc tout ce qui est management, tout ce qui est en interne aussi vis-à-vis des salariés. Aussi, une particularité forte, hein, qui est portée par ce référentiel et donc la branche des organismes de formation, c'est bien sûr proposer une offre de formation responsable. C'est le seul référentiel où on présente cela de cette manière aussi claire et ouverte. Et un dernier point, bien sûr, protéger l'environnement, le volet environnemental. Dans chacune sur ces 5 thématiques, vous avez 17 enjeux qui sont répartis. 17 enjeux dans lesquels il y a une description, vraiment on va dans le détail. Pour chacun des enjeux, vous avez une description de l'enjeu, la maturité du secteur, la grille de maturité, indicateur de performance, c'est ce qui vous permet de savoir où vous en êtes en fait, à quel niveau vous vous situez. La correspondance ODD ISO 26000 Calliope et la réglementation en vigueur. Là, c'est très intéressant parce que c'est tout à fait récent, donc ça permet d'avoir des ressources et des liens récents dans ces documents-là, et puis des ressources complémentaires aussi. Quand vous remplissez ce questionnaire, hein, qui est très simple, hein, et vraiment accessible, vous avez un rapport qui est édité. Il vous permet d'être associé à un profil. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt curieux? Est-ce que vous êtes pragmatique? Voilà, voir où vous en êtes de votre approche, votre profil d'approche RSE, avec le radar sur les 5 thématiques. Vous avez une vision synthétique de là où vous en êtes sur les 5 thématiques du référentiel. Et pour chaque thématique, des recommandations. Donc ça, c'est vraiment une plus-value de cet autodiag-là. À constater, moi j'ai pas trouvé de version imprimable ou diffusable. Là, c'est une capture d'écran que je vous ai mise ici. Sur Lucie OF. Les thématiques du référentiel, il y en a 6. On met en avant plutôt la gouvernance responsable que la politique RSE. C'est un axe fort, hein, de ce référentiel, aussi porté à l'époque par le CINOFDES. Intérêt des consommateurs, je l'ai mis aussi en avant, ce lien des stagiaires, hein, de vos clients en fait, qui sont des consommateurs explicités comme ça. Et puis un axe fort sur le développement local et l'intérêt général. Donc là, vous avez le lien vers le référentiel, où là, on ne va pas parler d'enjeux, on appelle des principes d'action, il y en a 20. Et pour ces principes d'action-là, il y a mise en avant
indiqués en rouge, ceux qui sont en lien avec, les indicateurs Calliope. Donc il y a des ponts qui sont faits dans un sens puis dans l'autre, du référentiel Lucie à la certification Calliope, de certification Calliope au référentiel Lucie. Ces données-là plus précises avec les numéros des indicateurs et cetera, vous les obtenez quand vous rentrez en contact avec, l'agence, Lucie. Vous ne les avez pas accessibles, sur le site. Donc je vous le disais, ce document, c'est plutôt, pour obtenir, une vision, d'un score le plus objectif possible, hein, mais vous vous auto-évaluez pour envisager le label derrière. Donc là, je vous le présente comme un outil, gratuit parce que, bah, vous pouvez le remplir sans avoir à payer, à accéder ou même à donner, vos coordonnées. Néanmoins, bien sûr, la démarche, elle, se veut, de vous emmener vers le label payant. Effectivement, vous avez cet outil qui est disponible, mais cet outil existe pour vous emmener, au label. À vous de voir si il y a un intérêt pour vous ou pas. Donc vous avez ce fichier Excel qui vous sort vraiment, des statistiques et puis le même radar. À savoir, pour l'obtention du label Lucie OF, beh, c'est bien un positionnement sur le score, donc à partir, de ces éléments-là complétés d'éléments de preuve et de la pertinence, du plan d'action mis en face. D'accord? Ça n'est pas simplement sur le score, il y a cette notion de plan d'action. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez réutiliser par la suite, hein. Donc on revient sur cette idée, d'inscription dans le temps. Ces outils sont gratuits, accessibles, vous pouvez y retourner pour, vous faire des points d'étape aussi, dans l'évolution de votre démarche. Le troisième outil sectoriel, vous l'indiquez, l'outil européen, on va sur les pratiques relatives aux travailleurs, stagiaires bien sûr, partenaires, environnement et économie et gouvernance. Donc là, on est rattaché à l'ISO 26000. Le score derrière est plutôt un pourcentage sur chacune, des thématiques, donc pas un score à chiffres, hein, comme fait dire à l'école. Pas de radar, par contre, là aussi, des commentaires par thématique avec, des liens vers des cours en ligne en anglais. Cette fois-ci, le rapport est téléchargeable en PDF. Hop, je regarde un petit peu, où on en est. Moi, j'ai fait le tour de la présentation des outils, dont je voulais vous faire part. Est-ce que, il y a déjà des questions, à cette étape-là? Oui, alors il y a une question commentaire sur le label engagé RSE et l'AFNOR, de Ouais? l'AFNOR et Lucie, Oui? que tu as classé dans les autodiagnostics gratuits Oui? et monsieur ou madame Soum nous dit que ce sont plutôt des audits externes et des Oui. actions payantes. Alors, comme je vous l'ai indiqué, je les ai mis dans les outils d'autodiagnostic gratuits parce qu'il vous est possible, de renseigner, cet autodiagnostic gratuitement. Alors sur, Engagé RSE, vous devez donner votre adresse mail. Donc il y a une démarche commerciale, on récupère, vos coordonnées et donc on va derrière vous proposer, vous inviter à vous engager vers le label engagé RSE. Sur le Lucie OF, là vous avez, le lien vers le prescoring, sans avoir à remplir votre adresse, mail. Donc vous pouvez le remplir, utiliser l'outil sans avoir à payer, sans avoir de contact avec, l'agence Lucie. D'accord? Donc oui, tout à fait, c'est assez déstabilisant de voir, ces structures qui sont, beh, payantes pour avoir un label payant. Néanmoins, les outils, disponibles d'autodiagnostic ne sont pas payants. Heu, c'est pour ça que je vous invite, à les utiliser si vous le souhaitez, hein. Mais ça fait partie, voilà, le montage de ces outils-là est fait pour vous mener au label. Il faut en avoir conscience quand on l'utilise gratuitement. Super, merci. Tu as répondu. Il y a 2 questions, une, très très technique et l'autre beaucoup plus généraliste. La technique, c'est sur les diags, est-ce qu'on peut les faire en une seule fois? Est-ce qu'il faut les faire en une seule fois ou est-ce qu'on peut prendre le temps, d'y revenir et est-ce que les données se sauvegardent au fur et à mesure, j'imagine? Pour Alors, en récupérer fait, les infos et ensuite répondre. ouais, en fait, ça va dépendre, si c'est un questionnaire ou un fichier Excel. En fait, l'avantage du questionnaire, c'est que en ligne, c'est qu'il est accessible, c'est, j'allais dire presque agréable, de répondre. Par contre, de mémoire, sur la grande majorité, on ne peut pas le faire en plusieurs fois. On ne peut pas le faire en plusieurs fois, mais on peut le faire plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se mettre autour de la table et consacrer du temps en une fois pour le faire de A à Z, quitte à avoir une liste, des choses à faire, des documents à aller chercher, des ressources à aller, creuser, pour se remettre autour de la table une seconde fois et
de nouveau le remplir de A à Z. OK? Donc plusieurs fois, mais pas en plusieurs fois. À mon sens, pour la majorité, donc tous ceux qui sont des questionnaires. Néanmoins, ceux qui sont en fichier Excel, bah, vous pouvez prendre, le faire en plusieurs fois vu que vous avez le document. Je pense à Lucie, par exemple. OK. Et est-ce qu'on peut initier un autodiagnostic sans demander de labellisation dans le cadre de Certif Région? Est-ce que Oui. c'est dissocié? Oui, bien sûr. L'animation ce matin, elle est ouverte à tout le monde, hein, évidemment. Nous, on a propension à vous parler du label Certif Région parce que c'est aussi dans ce cadre-là, hein, que cette action est proposée. Il y a on va dire un mouvement, global du secteur et de la région Occitanie, vis-à-vis de la RSE. Néanmoins, le label Certif Région est un label volontaire. C'est une démarche volontaire qui va au-delà de Calliope. Hem, c'est, un label qui vous permet d'avoir un coup d'avance, d'avoir un niveau de qualité supérieur dans le secteur de la formation, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Donc vous pouvez tout à fait utiliser les ressources présentées ce matin, les autodiagnostics, sans viser, le label, Certif Région. OK. Il y a une réponse aussi pour Impact Store de madame Schwartz qui nous dit que si on crée un compte entreprise, du coup, on peut prendre le temps d'ajouter les données au fur et à mesure. Super, super, bah, on pourra même peut-être creuser ça un peu plus tard, merci. Voilà. Et la question généraliste, elle était sur la démarche RSE. Donc, Adam demandait s'il existait des formations obligatoires ou est-ce qu'on peut participer simplement à des webinaires? Alors, c'est une question un peu généraliste. Ouais. Oui, alors à ma connaissance, il n'y a aucune, formation obligatoire et vous l'avez vu, il n'y a pas non plus de contraintes obligatoires vis-à-vis d'une démarche RSE. Hem, L'idée là, c'est plutôt, pour moi la question entre, est-ce que je vais sur de la professionnalisation, des webinaires ou est-ce que je vais jusqu'à de la formation? Hem Clairement, les 2 répondent à des besoins. La professionnalisation, on y est ce matin, ça vous donne des éléments, ça vous permet d'appréhender le sujet, d'avoir des pistes de travail, des idées de bonnes pratiques. Après, si vous voulez aller plus loin et vous engager réellement, la formation a son intérêt. On verra, plus tard que je vais vous mettre en avant un certain nombre d'organismes qui ont proposé, des offres de formation, en région, pour que vous puissiez avoir une idée d'en avoir plusieurs, à contacter. Donc réponse, à mon sens, il n'y a aucune formation obligatoire. Forcément, ce serait, préconisé et puis, beh, là, je vous mettrai aussi en avant les animations, du Carrefour F Occitanie sur le sujet que vous pourrez, utiliser. Et une question concernant Certif Région. Est-ce que l'obtention d'un label, entre parenthèses souvent payant, peut être obligatoire? Est-ce que l'absence d'un label d'engagement peut aussi être un motif de non-conformité? Alors c'est une très bonne question. En regardant au plus près, le niveau attendu, les éléments de preuve, vous verrez que, l'obtention d'un label RSE n'est pas une attente, n'est pas une exigence. Je vous l'indiquais, on est sur une démarche progressive. Il y a une progressivité attendue, sur ces indicateurs-là dans votre approche, de la démarche RSE. Donc vous optez le label, un label RSE en plus du label Certif Région, tant mieux, bravo et c'est exemplaire. Néanmoins, on ne peut pas exiger que, d'un mois sur l'autre, vous obteniez un label et c'est pas forcément ce qui est, le préconisé parce que ça vous demande entre, 9 et 12 mois, hein, pour aller sur un label de ce type. Donc l'idée, c'est plutôt, d'amorcer la démarche, de vous organiser, vous donner les moyens, vous reprenez les facteurs de clés de succès. C'est plutôt ces éléments-là qui sont, des exigences. L'obtention d'un label RSE type engagé, RSE par l'AFNOR, type Lucie 26000 n'est pas une attente du label Certif Région exigé. Qu'attendent qu'attendent les auditeurs Certif Région de la part de l'OF dans le cadre de la RSE? Ah, c'est une question large à laquelle on va répondre avec 2 animations de 2 heures en mars et en avril. Donc, pour l'instant, les éléments que vous avez, ce sont le référentiel avec tout ce qui est écrit comme exemple d'éléments de preuve, hein, sur les indicateurs I et L. Vous avez déjà un replay en octobre l'année dernière où les auditeurs et la région ont pris soin d'expliciter, ces 2 indicateurs, les éléments de preuve et puis, bah, on ira plus dans le détail en mars et en avril de cette année-là pour ces éléments de preuve. La question est vraiment trop large pour que je puisse et puis c'est pas le sujet de ce matin.
Effectivement, hein, ce que ce matin, je vous mets en avant, c'est que cette animation s'inscrit, dans les animations depuis 2023. On fait de la sensibilisation sur le sujet au niveau du Carrefour F Occitanie depuis 2023. Vous avez déjà certains replays, notamment RSE et qualité au 25 octobre. Vous l'avez sur la page, vous l'avez, dans le support. Et puis, il y aura d'autres animations qui arrivent. Je vous ferai rappel de tous les liens en dernière partie. Là, l'idée, c'est qu'on puisse donner la parole à Céline Combe, responsable de service, et Pauline Schwartz, chargée de mission de la région Occitanie. Elles sont au service économie sociale et solidaire de la direction entreprise emploi et partenariat économique, donc sur le site de Toulouse. Et elles nous font le plaisir de passer du temps avec nous pour zoomer sur cet autodiagnostic qui n'est pas sectoriel, mais qui a ses avantages et surtout son histoire au sein de la région Occitanie. Ben, merci en tout cas de nous donner la parole ce matin. Donc, moi, je suis Pauline Chouard, je suis chargée de mission donc, au sein du service économie sociale et solidaire à la région Occitanie et donc Céline Combe, responsable de ce même service. On est rattaché à la direction des entreprises, de l'emploi et des partenariats économiques et on adresse le champ du développement et de l'économie sociale et solidaire en région et puis plus largement le sujet de des enjeux de transformation et de transition sociale et écologique des entreprises sur le territoire, donc transition de toutes les entreprises, qu'elles relèvent de l'économie sociale et solidaire ou non. Et donc on a été sollicité ce matin pour vous faire un petit zoom sur la démarche qui a été engagée par la région Occitanie autour de la diffusion et de la promotion de l'impact score en lien avec ces enjeux de transition des entreprises. Donc on va simplement vous rappeler en quelques minutes un peu le cadrage de l'ambition régionale avant d'aller sur une présentation de l'autodiagnostic Impact Score qui a été déjà très bien mis en perspective par rapport aux autres autodiacs qui peuvent exister par ailleurs. Donc au niveau de l'ambition régionale, on a en termes de stratégie un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SRDE2I, pour la période 2022-2028. Et c'est un peu notre cap, notre fil conducteur, puisqu'il est posé en fait dans cette stratégie une ambition en matière de transformation du modèle économique régional, avec l'idée de permettre aux entreprises, donc sur cette action numéro 10, d'initier une démarche de transformation pour devenir la première région à économie engagée. Donc ça, c'est un peu le cap qui est fixé pour 2028 avec de manière plus précise un parcours pour la transformation sociale et écologique des entreprises qui a été voté le 1er mars 2024 par la collectivité régionale et qui en fait décline cette grande ambition en cinq étapes qui sont mises en œuvre par la région en lien étroit avec les partenaires sur le champ du développement économique. Je vais vous les citer rapidement, mais l'idée c'est pas d'entrer dans le détail, c'est plutôt voilà, d'aller ensuite sur l'impact score de manière plus précise. Donc les 5 étapes, c'est inciter les entreprises à évaluer leur niveau d'engagement. Donc c'est là qu'on va retrouver le sujet impact score dont on va parler dans une seconde. Structurer un réseau de professionnels spécialisés. Donc là, on va être plutôt sur des actions autour de la formation, des réseaux d'accompagnement des entreprises pour monter en compétences et être en capacité d'outiller les entreprises sur le sujet de la transition sociale et écologique. On a notamment un programme de formation qui s'appelle la Yes Pro, à destination des développeurs économiques, des accompagnateurs d'entreprises en région. Outiller les entreprises régionales dans leur démarche de transformation, un certain nombre d'outils qui sont déployés. On parlera tout à l'heure d'un outil de cartographie de l'offre d'accompagnement sur la transformation sociale et écologique qui a été élaboré pour faciliter l'identification de programmes d'accompagnement pour progresser sur ces sujets. Renforcer le financement des entreprises les plus inclusives et vertueuses. Donc ça, c'est au travers d'une sorte de réorientation de certains dispositifs d'aide directe aux entreprises qui sont portés par la région sur les enjeux de transformation pour accompagner ces démarches. Donc, il y a des dispositifs qui s'appellent PASS et contrats qui permettent notamment de soutenir les démarches de transition des entreprises. Je pense notamment au contrat RH, par exemple, sur la transformation sociale ou au contrat entreprise d'avenir. Et puis, on a également le sujet d'accompagner la transformation plus près des territoires avec plutôt un volet événementiel, voilà,
réalisation de temps d'échange avec des entreprises dans tous les départements autour de ces sujets de transformation. Voilà, ça c'était simplement pour vous reposer le cadre de la politique régionale. Et on va faire maintenant un zoom en fait sur l'étape 1. Et pourquoi? Donc en région Occitanie, on a fait le choix de diffuser cet autodiagnostic Impact Score, donc, qui est un autodiagnostic qui a été co-construit par le mouvement Impact France au niveau national en lien avec 30 réseaux, notamment des réseaux d'entreprises et certains réseaux de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons fait le choix au niveau de la région de cet autodiagnostic donc pour son caractère gratuit, possibilité de le réaliser en autonomie par les entreprises, qui permet une publication des résultats en ligne, vous le verrez, avec une possibilité de publication donc, et de mise en regard avec d'autres entreprises donc, qui l'ont réalisé au plan national et par secteur d'activité. J'irai un peu dans le détail, vous montrer ce que ça donne. C'est un référentiel qui a déjà été testé par 6000 entreprises au niveau national. On est à près de 1800 sur le territoire régional en Occitanie. En termes de contenu, ce qui nous avait intéressé à l'origine, on avait aussi fait un comparatif des autodiagnostics qui pouvaient exister, c'était la place accordée au sujet de partage du pouvoir et de la valeur, qui est un pilier important dans cet autodiagnostic. Et puis la place accordée à la réflexion sur la stratégie d'impact à 360 de l'entreprise. Voilà, est-ce qu'elle a un cœur d'activité qui répond notamment aux ODD? Est-ce qu'elle travaille sur de la mesure d'impact? On va le voir dans le référentiel après sur ce pilier stratégie impact à 360. C'est un référentiel qui est construit autour de 50 à 60 questions basées sur un scoring assez précis qui permet d'identifier des marges de progression et qui est réalisable une fois qu'on a collecté les données avec ses collaborateurs, voilà, a priori en moins de 2 heures. On a réalisé aussi des tests en Occitanie avant de lancer cette démarche en lien avec le mouvement Impact France auprès de cohortes d'entreprises pour vérifier ces données-là. Et donc, depuis avril 2023, la réalisation de l'Impact Score a été rendue obligatoire pour solliciter les aides économiques régionales. Donc, les entreprises doivent, pour solliciter, constituer leur dossier de demande de financement, fournir le rapport d'impact issu de l'Impact Score. Et donc, ce sont des données qui sont regardées au niveau de la région au moment de l'instruction des dossiers. Il n'y a pas de corrélation directe entre le score obtenu et le montant de l'aide qui peut être obtenu sur les aides régions, mais c'est vraiment un regard, une analyse qui est faite au moment de l'instruction. Et l'idée, c'est bien de pouvoir faire un état des lieux à date et puis de se projeter sur une dynamique de progression sur les thématiques de l'impact score. Donc, il y a une dimension incitative, première étape, voilà, pour s'engager sur ces sujets. Juste vous redire au niveau de l'impact score, au niveau national, la démarche est pilotée à la fois par un comité d'experts et un comité des parties prenantes. Donc le comité d'experts va plutôt être là pour se prononcer sur le contenu du référentiel et ses évolutions en termes de questions. Et vous retrouvez en fait des représentants, notamment par exemple de l'agence Lucie, de l'AFNOR, d'Ecovadis, de Bilab, donc, qui est sur Bicorp. Et c'est pour vous montrer que voilà, il y a une idée d'articulation entre ce premier autodiagnostic, premier pas, premier niveau de maturité, et ensuite la possibilité d'aller se projeter sur d'autres référentiels certifiants, voilà, qui ne sont pas des autodiagnostics pour le coup. Comité des parties prenantes, donc la région Occitanie fait partie du comité des parties prenantes au niveau national. Et donc, c'est le comité qui va aller regarder comment on diffuse l'impact score, comment on le prescrit, comment on le met en œuvre auprès des entreprises sur les territoires. Voilà, il y a d'autres collectivités territoriales qui commencent aussi à se positionner sur le sujet. La région Occitanie a été assez pionnière, en tout cas, voilà, sur le fait de se doter et de diffuser l'outil. Et vous trouvez également des réseaux d'entreprises qui sont à ce comité des parties prenantes et qui ont aussi participé à co-construire l'outil. On retrouve bien sûr Impact France, ESS France, donc l'économie sociale et solidaire, le réseau Initiative, le CJD, Make Sense, par exemple.
Alors, l'impact score, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous avez donc 3 grands piliers qui sont déclinés en 20 principes d'action qui donnent lieu ensuite à des questions avec un scoring. Et donc, sur ces 3 grands piliers, vous avez donc le pilier limitation des impacts négatifs qui va aller traiter du sujet impact social et impact écologique. Le grand pilier partage du pouvoir et de la valeur. Et le pilier stratégie à impact positif que j'évoquais tout à l'heure. Donc sur le volet limitation des impacts négatifs, on va retrouver des sujets liés à l'inclusion de travailleurs éloignés de l'emploi, au soutien de publics fragiles, à l'égalité professionnelle, à l'intégration des jeunes et des seniors dans l'entreprise. Sur l'impact écologique, vous allez avoir des items liés à la mesure de l'empreinte carbone et à sa réduction, à la prise en compte de la biodiversité dans la chaîne de valeur de l'entreprise et le sujet de l'utilisation des ressources naturelles, et puis une dimension sur l'économie locale et circulaire. Partage du pouvoir et de la valeur, où on traitera du sujet de comment les parties prenantes sont associées dans les instances de gouvernance de l'entreprise, quelle est la place des salariés également dans les prises de décision, les enjeux de progression et formation des salariés, et les enjeux de stabilité au travail et de qualité de l'emploi. Partage de la valeur entre les parties prenantes, il y a ici un sujet sur les écarts de rémunération, des logiques également d'investissement, plus de partage de la valeur sur le territoire via des logiques de mécénat, par exemple. Et enfin, sur le pilier stratégie à impact positif, on retrouvera vraiment qu'est-ce qui est au cœur de l'activité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise adresse via sa mission sociale ou écologique certains objectifs du développement durable, ODD? Est-ce qu'elle met en place une mesure d'impact de son activité? Est-ce qu'elle est par ailleurs labellisée? Elle a certains agréments, certaines certifications, certains scores. Donc, on voit l'articulation avec les démarches qui peuvent exister en matière de labellisation. Et puis, il y a également le sujet achat durable et inclusif qui est traité. Donc ça, c'est pour le panorama global. Ce qui est important de savoir, c'est que ce panorama est décliné dans 5 référentiels, en fait. Donc, les questions sont légèrement adaptées selon la taille de l'entreprise, éventuellement son ancienneté. Donc, en fait, j'ai mis 5, mais en réalité, c'est 6. 6 référentiels adaptés à toute taille d'entreprise. Donc, on a notamment le tout nouveau référentiel qui est adapté aux entreprises de moins de 3 ans, donc qui a été construit en lien étroit notamment avec le mouvement Impact France, mais la région Occitanie s'est impliquée sur ce sujet l'année dernière. Vous avez un référentiel adapté aux indépendants, aux entreprises de moins de 10 salariés. Donc ça, c'est également un référentiel sur lequel on a contribué côté région, puisqu'on avait à cœur qu'il puisse y avoir un référentiel tout à fait pertinent pour les TPE. Et puis ensuite, vous avez des référentiels pour les 10 à 249 salariés, 250 à 5000 et plus de 5000 salariés. J'ai remis dans la slide en bleu le lien pour accéder aux détails des questions, donc qui sont en ligne sur le site d'Impact Score. Vous avez un document Excel qui répertorie en fait comment sont formulées les questions pour tous ces référentiels. Et en fait, quand vous réalisez l'Impact Score via le lien impactscore.fr, vous allez créer un compte. Vous allez renseigner en fait la taille de votre entreprise et choisir donc le référentiel adapté. Et ensuite, les questions vous sont posées automatiquement en fonction de ce choix initial. Le scoring global, donc sur les 3 grands piliers, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers dans la note finale qui vous est communiquée sur 100. Donc là, par exemple, vous voyez le petit logo, c'est une entreprise qui a eu 84% voilà, à l'impact score. Comme je vous le disais, l'idée c'est qu'il y ait une interopérabilité avec les autres référentiels. Donc le mouvement Impact France travaille là-dessus et a identifié qu'en ayant répondu à l'impact score, une entreprise a déjà couvert par exemple 50% des thématiques obligatoires de la CSRD. Donc ça, c'est un sujet qui est important et qui occupe le mouvement Impact France au niveau national pour garantir cette interopérabilité. Et on vous a mis également quelques exemples de prescripteurs de l'impact score, donc la région Occitanie, côté collectivités territoriales, il y a également la métropole de Aix-Marseille, de Rouen et Grenoble-Alpes Métropole. Et certains acteurs privés s'en saisissent, avec l'exemple de la Banque Populaire qui aujourd'hui demande à ses entreprises clientes de passer l'impact score voilà, pour identifier leur niveau d'engagement.
Quelques chiffres clés en Occitanie. Donc, je vous disais qu'au niveau national, on avait 6000 entreprises qui, à ce jour, avaient rempli l'autodiagnostic. On est à 1800, un petit peu plus aujourd'hui au niveau Occitanie. Donc, bon tiers, on est sur un tiers quasiment des répondants au niveau national. On a un profil avec plutôt des TPE, donc 66% en Occitanie d'entreprises qui l'ont passé en moins de 10 salariés. Et 21% ont fait le choix de rendre public leur score, donc sur le site Impact Score, dont je vais vous montrer une capture d'écran ensuite. La note moyenne au niveau Occitanie est de 51,6%, avec voilà, des notes qu'on a aussi indiquées, les notes moyennes par pilier, 53 sur limitation des impacts négatifs, 56 sur partage du pouvoir et de la valeur et 46 sur la stratégie impact positif. À titre de comparaison, au national, on est sur une note moyenne globale de 54%. Donc on est un petit peu en dessous en Occitanie. Et alors nous, notre lecture, c'est sur le fait d'avoir rendu obligatoire la réalisation de cette autodiagnostic, fait qu'on peut-être on cible un périmètre un peu plus large d'entreprises qui n'ont pas forcément déjà volontairement fait le choix d'aller vers un autodiagnostic, mais qui le passent aussi en vue de solliciter une aide région et peuvent s'engager dans une dynamique voilà, de progrès sur ce sujet. Voilà, donc on est à peu près sur ces scores. Alors très concrètement, pour remplir l'impact score, vous avez une adresse qui est impactscore.fr. Quand vous êtes sur cette page, vous allez avoir un petit item se connecter en haut qui vous permet de créer un compte avec un email et un mot de passe. Et une fois que vous êtes sur le compte entreprise, vous allez avoir un tableau de bord avec donc la possibilité de répondre aux questions de l'impact score directement dans votre tableau de bord et d'y revenir. Donc c'est la petite précision que je donnais tout à l'heure, autant de fois que vous le souhaitez en fait pour le compléter. Donc vous avez le temps de collecter les données et de le compléter au fur et à mesure. Vous pouvez aussi ajouter des collaborateurs au compte, voilà, pour co-répondre au référentiel si vous le souhaitez. Une fois que vous avez rempli l'impact score, vous avez une vue un petit peu visuelle comme ça avec les scores obtenus sur les 3 piliers. Vous pouvez télécharger vos réponses et en fait, vos réponses, c'est un petit rapport d'impact PDF qui vous est remis avec le détail de vos résultats. Et nous, c'est ça qu'on demande en termes de communication lors du dépôt des demandes de financement, par exemple, au niveau de la région. Vous avez ensuite la possibilité de publier sur une base volontaire. Hein, c'est vous qui faites le choix ou non de publier vos résultats en ligne. Donc, c'est sur le site Impact Score. Vous avez un petit item résultats et vous voyez en fait les entreprises qui ont fait le choix de publier en transparence. Vous pouvez filtrer par région et par secteur d'activité et taille d'entreprise et regarder comment vous vous situez éventuellement par rapport à d'autres entreprises de votre secteur d'activité, par exemple. Et vous pouvez ensuite communiquer, bien sûr, à l'externe, auprès de vos partenaires, de vos financeurs, avec un petit kit de communication qui vous est remis. Et puis, dernier point que je souhaitais mettre en avant sur l'impact score. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être sur une démarche d'amélioration continue et d'avoir la possibilité de réévaluer votre impact score potentiellement chaque année. Donc, d'être dans une dynamique de progrès avec l'identification sur la base des scores obtenus, d'actions prioritaires à mettre en place, déclinaison d'un plan d'action, puis de réévaluation du score. En général, ça se fait plutôt de manière annuelle. Et ensuite de communiquer bien sûr sur votre progression. Quelques ressources pour vous aider si vous souhaitez réaliser votre autodiagnostic. Le mouvement Impact France réalise et propose donc un webinaire mensuel à l'attention des entreprises. Chaque premier mardi du mois de midi à 13h, vous pouvez poser toutes vos questions en direct à l'équipe nationale. Vous avez le lien d'inscription au webinaire dans la slide. Le mouvement Impact France a également mis en place des fiches pratiques, donc ça s'appelle Impact Score Wiki. Je vous ai également mis le lien. Et donc sur chacun des 20 principes d'action, vous avez en fait des fiches pratiques qui sont proposées pour avoir des idées concrètes de bonnes pratiques à mettre en place pour améliorer votre score. Enfin, au niveau de la région Occitanie, donc nous avons mis à disposition
une petite cartographie des offres d'appui à la transformation sociale et écologique qui sont existantes en région. Donc, à ce jour, nous avons référencé 45 partenaires qui portent 150 offres sur des sujets très divers. Et c'est sous forme d'un petit arbre de choix qui est sur le site de la région. Donc, vous avez également le lien dans la slide. Vous pouvez partir de votre besoin. Donc, par exemple, réduire mon impact écologique. Vous avez un certain nombre de filtres pour préciser le besoin sur lequel vous souhaitez travailler. Et vous pouvez identifier les accompagnements qui sont à ce jour disponibles en région. Voilà, et pour terminer, j'ai remis tous les liens en un coup d'œil voilà, sur cette slide. Et j'ai quelques petites précisions si vous souhaitez qu'on aille sur le détail des formulations des questions dans la suite de la présentation, mais je laisse peut-être la parole s'il y a des questions à ce stade déjà sur la présentation globale. Alors, oui, on a deux questions. La première concerne les aides économiques de la région. La question est la suivante. De quel type d'aide économique régionale peut-on bénéficier en réalisant l'impact score? Alors, c'est pas le fait d'avoir réalisé l'impact score qui permet de bénéficier des aides, c'est plutôt un élément à fournir quand on va solliciter une aide. Au niveau de la région Occitanie, vous avez le site qui s'appelle Hub Entreprendre, où vous pouvez retrouver en fait l'ensemble des dispositifs de financement de la région Occitanie en fonction des typologies de besoins que vous pouvez avoir. Et ensuite, vous avez un certain nombre de documents qui sont demandés pour solliciter ces aides et l'impact score en fait partie sur certains. J'ai cité tout à l'heure, par exemple, le contrat entreprise d'avenir pour des entreprises qui sont plutôt sur une phase de développement et qui, dans le cadre de leur stratégie de développement, souhaitent travailler sur un axe fort de transformation, qu'elle soit sociale, liée à l'organisation de l'entreprise, plus écologique. Il y a aussi un axe sur la transformation digitale, par exemple. Voilà, il s'agit de regarder ce dispositif qui permet de soutenir ces projets de transformation. Et pour instruire la demande, voilà, il est demandé de fournir l'impact score pour voir un peu où l'entreprise se situe et sur quels axes transformants elle souhaite travailler. Une question, est-ce que la démarche d'amélioration doit être publiée chaque année pour être reconnue? Reconnu par qui? Euh, en Alors, fait, Monsieur Beck, peut-être vous pouvez le préciser par la région. alors à ce stade, dans le cadre des aides régions, sur les dispositifs, il me semble que l'impact score n'est pas demandé, par exemple, au moment de la demande de solde sur un financement. Mais on voit aujourd'hui que les entreprises commencent de plus en plus à avoir passé 2 fois l'impact score, donc à être dans cette dynamique de manière annuelle de le repasser. Donc aujourd'hui, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est un point sur lequel nous, on souhaite travailler pour pouvoir suivre la progression. Et on a d'ailleurs demandé au Mouvement Impact France de pouvoir avoir une vue de la progression des entreprises dans le rapport d'impact quand elles l'ont passé 2 fois, euh, avec une vue des scores obtenus à N-1 et à N. Donc ça, c'est quelque chose qui est en développement et qui devrait normalement bientôt pouvoir figurer dans les rapports d'impact. Donc voilà, on est dans cette dynamique de mise en place d'un suivi de la progression des entreprises. Ouais. Mais c'est pas une obligation aujourd'hui. Ok, merci. Une question sur l'apprentissage. Comment gérer un impact score pour un CFA hors les murs qui sous-traite toute son offre de formation via des OF externes? Nous demande Sébastien Arnaud. Pardon, je cherche où est écrit la question parce que j'ai pas très bien Alors, compris. Ouais. c'est dans le Q&R. Donc, il y a le chat et il y a aussi Ah, sous Slido, il y a, ah oui, d'accord. je vous la redis. Comment gérer un impact score pour un CFA hors les murs? Donc, si ce CFA hors les murs sous-traite son offre de formation via des OF externes. Donc, D'accord. la question de la sous-traitance par rapport à un Ouais. CFA hors les murs. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui demandent à leurs sous-traitants de passer l'impact score pour avoir une vue en fait de
Des scores obtenus et des démarches qui sont mises en œuvre par, par les sous-traitants. Donc c'est quelque chose qui peut être proposé. Je ne sais pas si ça répond, mais Dites-nous, Monsieur Arnaud, si vous souhaitez des compléments. Et puis, il y a eu des échanges. Donc, Madame Combe a aussi répondu tout à l'heure sur... il y a eu des échanges par rapport au fait que c'était déclaratif, que ça permettait de s'évaluer, de savoir sur quoi travailler. Et que donc Madame Combe disait que l'idée est d'être sur de l'incitatif, que les entreprises peuvent tricher, mais que l'objectif est d'améliorer son impact, donc qu'il vaut mieux jouer la transparence. Pour compléter peut-être sur le cas des CFA hors les murs ou de la sous-traitance, on l'a vu hein, dans l'interface, on peut mettre des documents, télécharger des documents, mettre des commentaires. Vous pouvez aussi, selon le type de relation que vous avez avec eux, récupérer un certain nombre de documents déclaratifs qui permet de venir appuyer le sujet auquel vous êtes en train de répondre. Ça oui, peut être après, il y répondre. a aussi au niveau national, bon, j'en parle, mais c'est une offre qui est cette fois payante au niveau du mouvement Impact France. Ils ont mis en place un qu'ils appellent l'Impact Score Dashboard, qui permet en fait à une structure d'avoir un suivi des Impact Scores qui sont passés par des prestataires, des clients, et dans une seule et même en fait plateforme, avoir une vision des résultats qui sont obtenus. Certaines structures d'accompagnement, alors c'est sur un autre sujet, mais sont intéressées, par exemple, pour suivre les impact scores des entreprises qu'elles accompagnent dans une seule et même plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi être intéressant pour les entreprises qui veulent avoir une démarche plus, en tout cas, de suivi euh, sur leur chaîne d'achat, notamment, par exemple, voilà, des impact scores qui sont passés par des prestataires, des clients, des sous-traitants, etc. Vous nous disiez aussi, lors de la préparation de l'animation, que, une interlocutrice, Impact France, au niveau Occitanie, pouvait être, intéressée d'avoir des contacts d'entreprises qui sont en réseau peut-être, et qu'elle pourrait venir abonder, ce type Oui. de réponse? Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que moi, je suis pas membre de l'équipe d'Impact France. On est plus en relais, en soutien et en présentation un peu de premier niveau de la démarche. Il y a les webinaires mensuels que j'ai mentionnés là du mouvement Impact France, où vraiment ces questions-là peuvent être posées et où l'offre Impact Score Dashboard est présentée d'ailleurs, hein. Et après, on a également une personne en contact hein, qui, si vous avez euh, besoin d'intervention voilà, à l'attention de plusieurs interlocuteurs qu'on peut aussi solliciter s'il y a besoin d'apporter des précisions. Virginie, on pourra tout à fait faire le lien. Il y a Madame Combe également qui précise que les dispositifs de financement régionaux ont été revisités avec des critères d'attribution favorisant les entreprises vertueuses. Donc, au-delà de l'impact score, il ne faut pas oublier toute la démarche de parcours pour la transformation. Merci Madame Combe pour cette précision. JLN nous demande les référentiels, sur quel référentiel se base l'impact score? C'est un référentiel qui lui est propre et qui a été co-construit, comme je l'ai présenté, en lien avec donc les différents réseaux que je vais remettre à l'écran. Et qui est vraiment construit aussi dans une logique d'amélioration continue. Nous, on a été, comme je vous disais, très, très proactifs, notamment sur l'adaptation du référentiel pour les TPE en lien avec des tests auprès d'entreprises du territoire en Occitanie. Donc voilà, c'est une démarche de co-construction d'un référentiel qui est propre au mouvement Impact France. Et il y a un travail qui est mis en place au niveau national pour faire des liens avec les autres référentiels existants pour que ça permette d'être vraiment une première étape, d'avoir passé l'impact score pour ensuite être en capacité d'aller vers éventuellement des démarches plus complètes. Ok, merci. Une question sur la gratuité. On nous demande si l'impact score est mis à disposition gratuitement à 100% ou est-ce qu'il existe un système d'abonnement pour accéder à des fonctionnalités? Est-ce qu'il Non, y a un alors système d'abonnement pour des questions l'autodiagnostic en complémentaires? lui-même est vraiment 100% gratuit. Il est en open source. Vous avez le lien hein, vers l'ensemble des questions du référentiel. La création du compte entreprise est gratuite. Vous pouvez y répondre. Vous avez tous les résultats qui vous sont
voilà, donner. Donc, vraiment, l'autodiagnostic est 100% gratuit. La seule offre payante que je mentionnais, c'était cette idée d'impact score dashboard qui permet de suivre dans une plateforme unique les résultats qui sont obtenus par d'autres entreprises qui peuvent être, par exemple, vos sous-traitants. Mais c'est pas, c'est vraiment à décorréler de l'autodiagnostic. C'est quelque chose qui est complètement différent, quoi. Pour venir abonder, ce serait avoir une offre en fait de pilotage, de plusieurs structures. Il existe des outils de pilotage, de la démarche RSE. On pourrait en citer, plusieurs, Apidé, Zai et cetera, qui vous permettent d'avoir un logiciel ou une solution en ligne, de pilotage des sujets, dans le temps, de pouvoir mettre, toute la documentation et cetera. Là, ces modules-là qui peuvent être payants dans un logiciel le sont gratuits sur, l'Impact Score. Mais c'est vrai que c'est la partie un peu fédérée ou pour des réseaux d'entreprises, des gros groupes, qui là est une partie payante, si je comprends bien pour l'Impact Score et qui est présent aussi dans des logiciels disponibles voilà, sur le marché privé. Pour apporter un tout petit complément, j'ai mis dans le support quelques exemples de questions en faisant un zoom sur deux référentiels, celui qui est adapté aux TPE et celui qui est pour les entreprises de plus de 10 salariés. Et vous avez par exemple sur le volet impact social, inclusion de travailleurs éloignés de l'emploi, par exemple sur le champ du handicap. Exemple de formulation de question pour des TPE, avez-vous un ou plusieurs postes occupés par des travailleurs en situation de handicap? Est-ce que dans vos fournisseurs et prestataires, vous travaillez avec des entreprises de l'IAE, donc d'insertion par l'activité économique, ou avec le secteur protégé adapté? Donc à chaque fois, vous avez un certain nombre de niveaux de réponse que vous pouvez cocher. Et vous voyez que pour le parcours, pour les plus de 10 salariés, les niveaux de réponse sont plus précis, plus détaillés que pour des TPE qui vont répondre oui, non au sujet des postes occupés par des travailleurs en situation de handicap, où on va être sur une formulation sous forme de pourcentage, par exemple, sur les référentiels plus de 10 salariés. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple un peu de comment ça se décline. J'ai mis d'autres exemples sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Embarquer les entreprises de toute taille. La région Occitanie a embarqué les petites structures. Bravo à ça, hein, quand même 30% des entreprises qui ont répondu en France sont en Occitanie. C'est vrai que dans les échanges de préparation, ce que j'ai retenu aussi, c'est cette facilité de communication, d'accès entre les différents secteurs en quelque sorte. Donc, certes, on n'est pas sur un référentiel sectoriel pour les organismes de formation, mais par contre, ça donne une grille de lecture simple vis-à-vis, par exemple, de partenaires, de clients, d'entreprises qui, elles, sont peut-être dans cette dynamique-là d'impact score, qui sont peut-être aussi dans des secteurs visés d'autant plus par les aides de la région, des secteurs à on va dire, haut niveau de transformation, de transition écologique. Et c'est une grille de lecture intersectorielle qui est intéressante et un vrai effort de la région Occitanie pour vous fournir une plateforme de suivi sur ces questions. Merci pour cette intervention et désolée pour le son. Peut-être Pauline, on peut encore prendre un petit instant et n'hésitez pas dans le chat à nous dire si ça vous intéresse et peut-être quelles questions vous intéressent le plus dans les exemples proposés. Alors voilà, inclusion de travailleurs éloignés de l'emploi, égalité femmes-hommes, qu'elle puisse vous éclairer un peu sur ça. Merci. Oui, c'était pour donner un aperçu des questions auxquelles on répond sur l'égalité femmes-hommes. Donc là, pareil, sur le référentiel moins de 10 salariés, votre organisation est-elle dirigée par une femme? Votre organisation a-t-elle atteint la parité femmes-hommes dans ses effectifs? Il y a également le sujet du pourcentage d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans la structure qui est posé. Et on va voir que sur le référentiel plus de 10, on a des questions complémentaires ou un petit peu plus complexes qui sont posées, notamment du fait de l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il y a une question qui porte sur l'index égalité professionnelle et le score obtenu sur cet index, par exemple. Je vais assez vite, ça donne un aperçu. Réduction de l'empreinte carbone, comme je vous disais, je vous ai mis il y a vraiment beaucoup de questions, mais un petit zoom sur les actions qui sont mises en place dans l'organisation pour limiter l'impact du numérique, ou alors pour mettre en place une démarche d'éco-conception sur un ou plusieurs des produits ou services. Pareil, à chaque fois avec des niveaux de réponse qui sont plutôt simplifiés pour les TPE et qui vont aller plutôt sur des notions de pourcentage pour des entreprises de plus grande taille.
Voilà, sur l'économie locale et circulaire, un exemple de question sur la provenance des achats de produits et services de l'organisation réalisés auprès de prestataires et fournisseurs dans la région, en France, en Europe, voire hors Europe. Vous avez aussi dans les niveaux de réponse la possibilité souvent de répondre mon organisation ne mesure ou ne contrôle pas cette information, ou alors mon organisation n'est pas concernée par cette question, puisqu'on peut avoir quand même des cas de figure assez différents selon les activités et les questions posées. Parties prenantes dans les instances de gouvernance, combien de catégories de parties prenantes sont représentées dans l'organe de gouvernance principal de votre organisation et quel rôle jouent ces parties prenantes dans le processus de décision. Des sujets sur les écarts de rémunération. Alors, quel est le pourcentage de salariés qui a pu obtenir une augmentation de salaire l'année dernière, par exemple, et quel est l'écart de rémunération entre le plus haut revenu et le plus bas revenu de l'organisation l'année dernière. Donc souvent, on a pour référence l'année N-1. Donc c'est pour ça que sur ces référentiels TPE ou plus de 10, on est plutôt sur des entreprises qui ont au moins 1 à 2 ans d'existence et qu'il existe un référentiel pour les jeunes entreprises de moins de 3 ans qui a été adapté et qui permet d'avoir des questions où on se projette en fait plus sur l'avenir, plus qu'on regarde ce qui a été fait l'année dernière. Sur la stratégie à impact positif, je vous ai mis la question qui concerne les ODD. Comment votre organisation intègre-t-elle la réponse aux ODD dans sa stratégie? Est-ce que c'est le but principal de l'organisation? Est-ce que cette question est mise au même niveau que le sujet de la performance financière? Voilà. Est-ce que la performance financière est la priorité? Mon organisation contribue activement à résoudre un des ODD. Il y a ensuite des questions plus précises sur les ODD qui peuvent être ciblées. Voilà, et vous avez également une question où voilà, vous êtes amené à cocher les labels certification et scores dont vous pouvez disposer, que ce soit des labels généralistes, plus sur le sujet écologique, social, voire ici les labels et scores qui peuvent être plus sectoriels, qui sont également référencés et qui vous permettent voilà, de les valoriser en répondant sur cet autodiagnostic. C'est pas du tout exhaustif, mais ça vous donnait voilà, une première vision. Donc là, je reprends l'outil présenté par la région, donc l'accompagnement à la transformation sociale et écologique des entreprises. Vous avez un guide interactif. Hein. C'est l'arborescence présentée par Pauline sur le support, où vous avez voilà, 5 entrées, et puis vous redescendez, et selon le sujet que vous visez, ils vous mettent en avant leur offre ou des offres de près de 50 partenaires. J'imagine que ces offres-là, les offres indiquées en dessous, sont présentes aussi. Vous avez du côté de l'État la Team RH Occitanie. Donc là, c'est une offre ciblée sur l'aspect RH, donc plutôt volet social et plutôt interne. Donc l'offre d'appui RH qui peut aussi être sollicitée sur ce volet-là. Et toujours dans le côté RH, parce qu'on ne parle pas uniquement environnement dans la RSE, vous avez la prestation de conseil en ressources humaines qui est mise en avant donc, par Acto dans les ressources suite au remplissage de l'outil d'autodiagnostic. Donc c'est un service d'accompagnement en ressources humaines qui est réalisé par un consultant et vous avez déjà un diagnostic flash, donc un diagnostic plus court mais orienté RH. Je tenais aussi à vous mettre en avant les ressources du Carrefour F Occitanie, donc gratuites, avec cette posture neutre, non commerciale, qui peut vous apporter de la ressource et vous réorienter vers d'autres ressources. Donc, vous connaissez, j'imagine, le site de la veille. Là, vous avez le lien directement. Je me permets de vous présenter ce site parce que vous êtes nombreux à utiliser Bulletin, mais est-ce que vous allez sur le site? Je n'en suis pas si certaine. En tout cas, vous pouvez aller rechercher des bulletins de veille si besoin. Vous n'avez pas besoin de les conserver dans vos archives documentaires. Elles sont conservées sur le site internet. Et vous avez des flux RSS thématiques. Ça, c'est vraiment pour avoir des notifications entrantes dans vos agrégateurs ou même dans votre Outlook que vous regardez tous les jours. Les thématiques formation continue, les thématiques qualité et un nouveau flux RSE qui vous permet d'avoir des notifications, des articles, des ressources entrant sur ce sujet-là, qui sont généralement, pour la majorité, repris dans le bulletin hebdomadaire. Mais sur le site de la veille, l'intérêt, c'est que vous puissiez faire une recherche. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas suivre ce sujet
toutes les semaines. Mais par contre, au moment où vous vous y attelez, eh ben, on a créé pour vous des Zooms sur. Les Zooms sur, ce sont des accès directs à des thématiques mises en avant par le Carrefour F Occitanie. Donc, il y a un Zoom sur RSE qui est en lien avec le flux, mais il y a aussi un Zoom sur la transition écologique et la transition numérique. Donc, quand vous vous penchez sur ces sujets-là, vous pouvez, merci pour le pouce Christelle, sur ce service travaillé par ma collègue, notre collègue au niveau du CARIF. Ça vous permet d'aller chercher les ressources disponibles, bien sûr, dans l'ordre chronologique, donc les plus récentes, mais vous pouvez aussi creuser sur des choses qui datent de quelques semaines, quelques mois. Une ressource qui a été créée pour le label Certif Région, une fiche d'appui au label Certif Région qui peut vous être utile même si vous ne candidatez pas au label ou que vous n'avez pas vocation à obtenir ou maintenir votre label. La mise à jour de cette fiche en février 2025 inclut une liste d'organismes de formation pouvant potentiellement répondre à un besoin de formation RSE en Occitanie. Vous voyez 3 pages, vous avez le lien soit sur le texte souligné, soit directement sur le visuel. Et à la fin, sur la 3e page, vous avez une dizaine, quinzaine d'organismes qui ont déposé sur le portail du Carrefour F Occitanie et donc qui sont publiés sur le site Me former en région, une offre de formation, on va dire, autour de la thématique RSE, RSO, d'accord? Donc responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Là, vous avez un lien directement vers le coordonnées renseignées sur le site Me former en région. Donc là, on a bien une liste d'organismes de formation en région qui potentiellement pourraient répondre à un besoin. On n'a pas ici, on ne renvoie pas vers l'offre de formation en tant que telle. Ce serait trop large et assez compliqué de vous l'indiquer ici, sachant que vous avez un moteur de recherche sur le site Me former en région. Donc c'est une liste non exhaustive qui ne vaut pas recommandation. Il n'y a pas eu référencement, il n'y a pas eu regard sur la qualité des formations. Il y a simplement une recherche sur la base de données que gère le Carrefour F Occitanie et un abondement des différents organismes qui proposent des formations en région, donc des organismes en région avec des formations à distance ou en présentiel. Vous pouvez passer par ces liens hypertextes pour avoir leurs coordonnées et faire part de vos éventuels besoins. Donc, c'est ce qu'on disait, aucune formation RSE obligatoire, mais si vous souhaitez avancer sur le sujet avec une formation, vous pouvez contacter plusieurs de ces organismes qui potentiellement peuvent répondre à vos besoins. Il y a des petits astérix qui mettent en avant les organismes qui ont une offre orientée spécifiquement pour les organismes de formation. Il y en a 2 à date. Et aussi une note pour les formations certifiantes. Voilà. D'autres ressources aussi du Carrefour F Occitanie. Vous avez, j'imagine, certainement participé l'année dernière à des animations sur les bonnes pratiques des 3 volets de la RSE, environnementale, sociale, économique. Là, cette année, a été travaillée, peaufinée pour vous toute une thématique qui s'appelle Vers une transition environnementale et responsable. Donc pareil, vous allez sur notre catalogue en ligne, vous montez en haut dans la thématique en cliquant la thématique en haut à gauche vers une transition environnementale et responsable. Et vous voyez tous ces intitulés sortir avec les liens pour s'inscrire. Je ne les ai pas mis sur cette page-là. Et vous voyez qu'il y a des sujets sur la démarche d'éco-conception, l'analyse de cycle de vie. Vous allez aussi pouvoir creuser le sujet du numérique responsable avec le label numérique responsable, la région Occitanie et le label numérique responsable niveau 2. C'est assez exceptionnel aussi, il faut le remarquer. Et puis aussi en novembre, une animation sur le métier de formateur vers le métier de formateur responsable, un engagement pour une formation durable. Là également, un badge sur l'année 2025 pour une participation à au moins 4 actions proposées par la même personne. La même personne participe à au moins 4 actions proposées. Ce badge sera délivré en fin d'année. Si vous voulez des détails, vous avez le lien sur notre site internet. De nouveau, une slide qui vous présente les prochaines animations. Ce ne sont pas des animations obligatoires comme il n'y a pas d'obligation de formation en RSE. Néanmoins, on structure, on met en place progressivement des animations qui viennent vous outiller, vous éclairer sur la démarche RSE. En mars, le 14 mars et en avril, le 29 avril, on va prendre de nouveau 2 heures avec l'organisme de formation Formétique qui est déjà intervenu, qui est spécialisé dans la RSE pour les organismes de formation. Et on va se questionner sur l'engagement dans une démarche RSE-RSO pour son OF.
Et ensuite, le pouvoir d'agir d'un référent RSE-RSO, pas uniquement les moyens, mais bien le pouvoir d'agir. Donc, on le mettra bien sûr au regard des 2 indicateurs du label Certif Région qui portent sur ces sujets-là, avec les exemples d'éléments de preuve. Mais même si vous ne visez pas de label, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait venir et glaner de l'information, des bonnes pratiques, un éclairage sur ces sujets-là. Et en mai, le 13 mai, on rebouclera la boucle vis-à-vis du label. On a déjà eu une présentation de l'ensemble des indicateurs en octobre l'année dernière. Là, on reprend les 2 auditeurs, on reprend la région, le service en question et on passe en revue l'ensemble des indicateurs pour bien lancer l'année RSE pour Certif Région. Alors, j'ai l'impression que vous êtes plus contents et il y a plus de ravis. Merci beaucoup. En tout cas, l'idée, c'est vraiment que vous reteniez que c'est une démarche progressive, que bien sûr, il faut vous mobiliser, pas seul, pas juste la direction, pas juste le référent, peut-être l'ensemble des équipes, des groupes de travail, que vous avez des outils, plusieurs outils, mais ils ont le mérite d'exister et d'être gratuits et accessibles, voir lesquels sont les plus utiles pour vous. Et on touche à la fin. S'il reste une question ou un commentaire, peut-être que Pauline ou Céline veulent faire un dernier commentaire pour clôturer cette matinée ensemble sur la RSE. Bon, rien de plus, si ce n'est vous remercier. Et puis, on reste à disposition, voilà, ou directement auprès du mouvement Impact France s'il y a besoin de précision. Ok, super, merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour votre participation. Vous avez les supports, vous recevrez, vous aurez le replay retravaillé sous environ une semaine sur notre site internet. Et n'hésitez pas à nous contacter, notamment le pôle animation pour toute question. Merci pour votre participation, votre implication jusqu'à la fin. Merci à Patricia, ma collègue, d'avoir soutenu ce matin avec les questions. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.